merci à toutes, merci à tous d'être venus en cette belle journée ensoleillée pour entendre parler de morts, de cadavres, de fantômes. Euh, c'est en effet ce dont on va parler aujourd'hui, puisque je suis anthropologue et j'ai l'honneur un peu trouble, un peu suspect d'être anthropologue des fantômes. C'est quelque chose que j'ai commencé en effet à faire en Mongolie, où j'ai rencontré ce sujet. On pourra revenir là-dessus sans doute. Et c'est un sujet, l'apparition des fantômes, la rencontre avec des fantômes, qui m'a tellement intéressé, qui m'a tellement passionné, en fait, que j'ai voulu essayer de voir ailleurs, dans le monde, comment cette affaire-là pouvait se passer. Comment on rencontre des fantômes ailleurs dans le monde, ailleurs que chez nous, mais aussi ailleurs qu'en Mongolie, à différentes époques. Est-ce que les fantômes apparaissent partout de la même manière? Et est-ce qu'ils font la même chose aux humains, aux vivants à qui ils apparaissent? C'est les questions avec lesquelles donc j'ai mené ma recherche, et c'est celle que je poursuis jusqu'à aujourd'hui. Et donc, pour ne pas trop vous ennuyer avec des préambules et des précautions que les anthropologues ont l'habitude de prendre pour examiner chaque question, parce qu'il faut l'examiner de tous les points de vue, pour essayer de ne pas faire primer son point de vue sur celui des autres, pour vous éviter ça, pour vous épargner ça, je vais poser la question la plus importante dès le début, et je vais essayer de tenir cette question jusqu'à la fin, pour essayer d'apporter une réponse relativement satisfaisante à l'issue de cette conférence. Cette question, c'est donc la plus importante, c'est qu'est-ce qu'un fantôme? Qu'est-ce que c'est finalement qu'un fantôme? Et la première réponse qu'on peut donner, et qui est évidemment pas une très bonne réponse, c'est c'est un mort qui revient. C'est pas une très bonne réponse, parce que la question en amène une autre. Il revient d'où, en fait, hein? Où est-ce qu'il était parti? Et dire qu'un mort doit partir, c'est déjà prendre un parti pris culturel, prendre un parti culturel, prendre une option culturelle très forte sur ce qu'on s'attend à ce que le fantôme ou le mort devienne, hein. Si les fantômes reviennent, ça veut dire qu'ils sont partis quelque part. Or, dans toutes les cultures, les morts n'ont pas forcément vocation à partir quelque part. En Mongolie, où j'ai beaucoup travaillé, les morts ont vocation avant tout à se réincarner. Donc, ils partent, mais ils partent pas en fait. Ils restent ici, ils restent pour se réincarner dans un nouvel humain. Il ne s'agit pas de partir ou de revenir. On peut craindre que le mort reste en tant que mort, mais c'est une autre question. Donc, une deuxième réponse serait de dire que, c'est quelque chose qui est assez courant dans la culture populaire, c'est de dire qu'un fantôme, c'est un mauvais mort. Donc, un mort dont le décès l'aurait mis sur une autre voie que celle qu'il était censé suivre. Ça, c'est une réponse plus intéressante. Mais là, un problème émerge directement, c'est comment comparer. Comment comparer, à travers les différentes cultures humaines, à travers les sociétés, à travers le temps, les différentes manières dont les morts peuvent être mauvais. Est-ce qu'il y a différentes façons dont on peut ne pas suivre le script attendu des rituels funéraires et de la vie dans l'au-delà? C'est une question qui est plus compliquée qu'il paraît. Parce que les morts apparaissent un peu partout, ça, l'anthropologue peut vous le dire. En fait, il y a très peu de cultures humaines qui ne rencontrent pas ces morts. Les morts apparaissent à la plupart des humains sur la planète, et depuis aussi longtemps qu'on a pu le documenter. Les fantômes, si on les définit comme des morts qui apparaissent, sont universels. Mais les raisons pour lesquelles ils apparaissent, et donc les raisons pour lesquelles ils pourraient être des mauvais morts, ça par contre, c'est très variable. Et c'est variable d'une manière qui est difficile à décliner, en fait. On n'a pas une culture qui pense que les morts, ils reviennent pour telle raison, ou ils restent pour quelle raison, ou ils apparaissent pour telle raison. On n'a pas une culture qui pense les mauvais morts sont des mauvais morts parce que. Et une autre culture qui penserait les mauvais morts sont les mauvais morts parce que. Pourquoi? Parce que généralement, l'idée que les morts ne suivent pas la voie qu'ils auraient dû suivre, l'idée qui est défendue, qui est très répandue en fait à travers le monde, c'est que les rituels funéraires se sont pas bien passés. C'est une idée assez pauvre en fait. C'est une idée qui semble être un petit peu prise ad hoc pour pouvoir expliquer ce qu'on n'arrive pas à expliquer, ce qui est pourquoi les morts apparaissent, hein. Bon, les rituels funéraires se sont pas très bien passés, soit.
Mais ce qui est encore plus gênant pour l'anthropologue, c'est qu'au sein d'une culture humaine, différentes personnes ont différentes idées sur ça. Différentes personnes peuvent avoir des hypothèses différentes pour lesquelles, par rapport à l'apparition des morts. Donc, tout ça n'est pas très clair. Et les fantômes se dérobent à la comparaison. C'est un problème pour l'anthropologue. L'anthropologie, vous savez, c'est une science qui est avant tout comparative. C'est une science qui essaye d'étudier les phénomènes humains en comparant la façon dont différents humains font un petit peu la même chose. Hein. Comparer les manières de table, qu'est-ce que c'est que manger, en comparant les manières de table à travers le monde. Hein. Ça se compare très bien. Tous les humains mangent. Comment mangent-ils, hein. Comparer l'éducation des enfants, c'est aussi quelque chose qui se compare très bien. Comment chaque culture va essayer d'accompagner les jeunes humains dans l'âge adulte. Hein. C'est des phénomènes qui ont une robustesse, qui ont une unité, et autour desquels on peut accrocher un travail comparatif qui semble solide. Les fantômes, dès qu'on essaye de les saisir, par définition, ils s'évanouissent. Ils n'ont pas de consistance culturelle. Donc, tout le monde a sa propre idée sur les fantômes. Et c'est pas que nous qui avons le monopole du scepticisme. La plupart des sociétés humaines sont sceptiques sur l'apparition des morts. Et la plupart des sociétés humaines, même celles qui pensent que les fantômes, ça existe en général, seront très enclins à dire, quand quelqu'un dit « j'ai rencontré un fantôme », dire « oui, tu t'es fait des idées, en fait, hein, c'est une illusion. Hein. » En Mongolie, là où j'ai fait mon travail, dans le nord-ouest de la Mongolie, quand j'ai commencé à dire que je voulais travailler sur les fantômes, on m'a dit « la plupart des gens qui racontent avoir vu des fantômes, c'est des menteurs. Hein. Les fantômes, ça existe peut-être, mais déjà, moi, j'en ai pas vu. Et ensuite, j'attends encore de rencontrer quelqu'un qui me raconte une histoire convaincante. » Donc, on n'a pas le monopole du scepticisme, et les fantômes offrent une consistance très faible, et donc échappent aux efforts comparatifs, malgré leur omniprésence à travers les cultures humaines. Ils sont partout présents, mais toujours un petit peu fuyants. Donc, comment on fait? Comment on fait pour les comparer? Comment on fait pour comparer la façon dont ils apparaissent? Donc, ça, c'est la première question. Et l'autre question, c'est, donc, une fois qu'on a réussi à attraper un phénomène qu'on va pouvoir comparer, qu'est-ce que cette comparaison va pouvoir nous dire sur le genre d'expérience humaine auquel les fantômes correspondent? Qu'est-ce que c'est finalement qu'un fantôme? Qu'est-ce que les humains font à travers les fantômes? Et qu'est-ce que les fantômes font aux humains? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est comparable là-dedans à travers la société humaine? Et ensuite, comme Stéphanie l'a dit, effectivement, comment différencier le fantôme et l'ancêtre? Est-ce que c'est une différence qui fait sens à travers les sociétés humaines ou non? Donc, comment procéder pour essayer d'avancer sur la question de qu'est-ce qu'un fantôme et pour avancer sur les modalités de sa comparaison interculturelle? Puisque, on l'a dit au début, la question de la malmort nous conduit vers les rituels funéraires, en fait, puisque les fantômes sont souvent des morts mal enterrés, alors peut-être qu'on peut asseoir notre propos sur un petit passage en revue des rituels funéraires. En fait, poser la question de qu'est-ce que le fantôme, ça pourrait passer par reposer la question de qu'est-ce que les humains font avec leurs morts. Ça paraît une question fastidieuse, et en effet, là pour le coup, c'est un sujet très robuste de la comparaison anthropologique. Les anthropologues, depuis le début de la discipline, depuis la fin du 19e, ils comparent les différentes manières dont les humains installent leurs morts, la manière dont les humains traitent le cadavre, et la place qui leur est donnée, le rôle qui est donné aux défunts à travers le monde. Donc ça, c'est un sujet qui est bien balisé. Et il serait beaucoup trop long de passer en revue toute la diversité des manières dont on peut traiter les morts. Mais on peut quand même essayer d'en donner un aperçu, et d'essayer de comprendre un petit peu quelle est la logique selon laquelle varient les rituels funéraires. Qu'est-ce que les humains essayent de faire à travers les rituels funéraires? Notre première réponse intuitive, sans doute, en tout cas celle qui était la mienne au début, c'est pour garantir le souvenir. Hein. On fait des rituels funéraires pour éviter d'oublier, en fait. On va construire des monuments funéraires. Et là, on pense à nos cimetières. Hein. Nos cimetières sont effectivement des monuments qui servent à éviter l'oubli. On va marquer le nom d'un défunt sur une tombe, on va garantir la pérennité de sa mémoire grâce à ce socle solide
où on installera son corps. Et on se dit, les cimetières, c'est quelque chose qui est commun sous une forme ou sous une autre à une grande partie de l'humanité. Et on le fait depuis longtemps. On avait déjà des cimetières au Moyen-Âge. Et c'est là où on commence à se tromper, en fait. C'est-à-dire que le cimetière, prenant la forme d'une réunion de tombes individuelles, c'est quelque chose qui est très récent dans notre histoire. Et c'est quelque chose qui est relativement exceptionnel à travers le monde. En fait, très peu d'humains font ça. Et c'est pas du tout représentatif de ce qu'on espère que nos morts vont devenir dans l'au-delà. Très peu d'humains essayent de faire de leurs morts des individus dont on va se souvenir dans l'au-delà. Les cimetières du Moyen-Âge, je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemblait, c'est des trucs qui sont quand même très étranges. Hein. Les cimetières du Moyen-Âge, ce n'est pas des cimetières qui sont hors de la ville, c'est des cimetières qui sont au milieu des villes. Et alors, l'idée que les cimetières doivent être des lieux de mémoire est assez étranger à l'esprit de l'Occident médiéval. Les cimetières, ce sont des lieux dans lesquels les tombes individuelles ne restent pas longtemps individuelles. On enterre les morts, parfois dans des tombes individuelles, mais souvent en fait dans des tombes collectives, où on les enterre assez volontiers les uns sur les autres. Hein. Ce qui est important dans un cimetière médiéval, pour la résurrection au jugement dernier, c'est d'enterrer les morts dans la bonne direction, celle depuis laquelle ils vont pouvoir se relever, appelés au moment du jugement dernier. Les enterrer donc dans la bonne direction et les enterrer avec soin. Hein. Mais ensuite, le sort du corps, le sort du cadavre, est quelque chose qui n'est pas, comment dire, c'est pas une priorité dans le cimetière médiéval. Régulièrement, les os sont sortis pour faire de la place aux morts suivants, et la terre du cimetière est labourée. Les stèles d'un cimetière médiéval sont des stèles de bois, en fait. Elles tombent assez vite. Et le cimetière n'est pas du tout un espace séparé. Le cimetière, c'est un espace où les vivants sont dans l'Occident médiéval. En fait, l'idée du cimetière médiéval, c'est pas vraiment de garantir la mémoire individuelle, hein, c'est plutôt de construire une communitas dans laquelle les morts et les vivants participent conjointement, et dans lesquels les morts vont se fondre pour cesser d'être des individus et devenir une espèce d'entité collective. Ce qui est recherché dans le cimetière médiéval, c'est la fabrication d'une entité collective au sein duquel les morts vont se fondre. Donc la mémoire individuelle des morts n'est pas ce qui est recherché. Ce qui est recherché, c'est une mémoire collective, donc, qui fonde la communauté autour de l'Église. Alors ça change évidemment au XVIIIe siècle, en fait surtout à la fin, au début du XIXe, mais à partir de la fin du XVIIIe, où des nouveaux cimetières sur le modèle du Père-Lachaise. Le Père-Lachaise à Paris, au monde, c'est un des premiers cimetières modernes. Et là, notre mémoire des morts va complètement changer, et elle va prendre la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Enfin, qu'on lui connaissait encore jusqu'à il y a 20 ans. Puisque, on le sait tous, nos rituels funéraires sont en train de changer radicalement. Hein, et on est en train de modifier profondément la relation avec nos morts. C'est un sujet qui est passionnant et qui mérite les enquêtes des ethnographes aujourd'hui. Et j'espère vraiment que ça va donner lieu à des études, et ça donne déjà lieu à des études qui vont nous permettre de comprendre comment on modifie la relation avec nos morts. Mais tout ça pour dire que l'idée que les rituels funéraires sont des dispositifs qui visent à garantir la mémoire des défunts, c'est une erreur d'optique, en fait. C'est une illusion d'optique. C'est quelque chose qu'on voit depuis le point de vue du cimetière individuel, aux tombes individuelles de notre époque. En fait, dans la plupart des sociétés humaines, les rituels funéraires visent à calibrer l'oubli. En fait, il y a même des sociétés dans lesquelles les rituels funéraires visent avant tout à garantir l'oubli des morts. Parce que le cosmos ne peut pas se reproduire si les morts restent dans la mémoire des vivants en tant qu'individus. Ça, l'exemple le plus fascinant de ça, il nous a été donné par Anne-Christine Taylor, qui est une anthropologue française, qui a écrit dans les années 90 de très beaux articles sur la mémoire des morts dans une société amazonienne de l'Amazonie équatoriale, donc en Équateur, les Achuar, qui sont en fait les Jivaros, mais les Jivaros, c'est pas le nom qu'ils veulent se donner eux s'appellent les Achuar.
Jivaro, c'est les noms qu'on leur a donnés depuis l'extérieur. Donc ils sont très connus pour leur tête réduite, hein, les Achuar, mais ils ont des rituels funéraires fascinants. Leur rituel funéraire vise avant tout à démémorer le défunt. C'est-à-dire que après les lamentations d'usage dans lesquelles on va se désoler de la perte de son parent, ça, on va s'adresser au mort en lui disant « Ton visage est en train de disparaître. Tu n'es plus mon parent. Tu n'es plus ma sœur. Tu n'es plus mon frère. » En gros, débarrasse le plancher et surtout, on entraîne son esprit à détricoter la mémoire qu'on avait du visage du défunt, tout ce qui constituait son individualité dans la mémoire collective. Pourquoi? Du fait d'une idée superbe, je trouve, qui est que les individus, les identités individuelles plutôt, sont en nombre limité. Donc si vous voulez permettre à un nouveau vivant d'apparaître, il faut qu'il y ait un mort qui ait laissé la place. Si vous voulez permettre à un nouveau-né d'acquérir un visage, il faut rendre disponible ce visage en le faisant en sorte que le mort s'en dépossède. C'est une superbe idée. Hein. Donc les unités de vie sont en nombre limité, et donc il faut permettre leur reproduction, leur reconduction dans la communauté grâce au rituel funéraire, en oubliant les morts. On va aussi se débarrasser de tout ce qui nous rappelait ce mort. Même les souvenirs qu'on avait de lui en forêt, les endroits où on a chassé avec lui, on va supprimer, on ne va plus les fréquenter, et on va supprimer tous les supports qui pourraient accrocher sa mémoire. Petite parenthèse, les têtes réduites, c'est une opération symétrique et inverse. Les têtes réduites, c'est une opération par laquelle on va capter une unité de vie chez les ennemis en captant leur trait de visage, justement, et en absorbant une unité individuelle. Donc ils la perdent, eux, et nous, on la gagne, quoi. Et on la ferme bien pour éviter que l'âme vengeresse nous cause du souci. Bref, donc une cosmologie complètement différente, dans laquelle l'enjeu des rituels funéraires est absolument opposé. Donc on pourrait dire presque qu'il n'y a pas de rituel funéraire qui ne vise pas à garantir un oubli mesuré sur le mort. Hein. On essaye toujours d'oublier quelque chose du mort. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout. Ce serait impossible de se souvenir de tous nos morts. Hein. Donc, bon, évidemment, les plus anciens, on apprend à les oublier, mais surtout, il y a une économie qu'on fait culturellement en choisissant ce dont on va se souvenir du mort. Et souvent, les rituels funéraires visent à choisir en fait les traits qu'on va louer. Ah, c'était quand même un excellent père, c'était une femme fantastique, souvenez-vous ce qu'il a fait à tel moment. On va sélectionner en fait les traits que collectivement, on va décider de se rappeler pour la suite. Donc, on pourrait voir les rituels funéraires comme des dispositifs d'oubli, en fait, paradoxalement. Mais ça serait faux aussi, évidemment, pour toutes les raisons qu'on a dites avant. Mine de rien, on construit quand même des tombes qui visent à perpétuer un certain souvenir. Donc on est coincé, tout simplement. On est coincé dans la comparaison en disant, bon, les rituels funéraires, c'est des trucs qui visent à garantir un petit peu d'oubli, un petit peu de mémoire. Qu'est-ce qu'on va comparer entre les Achuar et les chrétiens médiévaux ou les Mongols? On va comparer la mesure dans laquelle, la proportion d'oubli et de souvenirs que vise leur rituel funéraire. Ça mène à rien. Donc, ce qu'on peut proposer pour essayer de comprendre le propos des rituels funéraires, c'est autre chose. C'est de voir les rituels funéraires comme des dispositifs d'éducation. Et c'est la première étape de ce que je vous propose pour essayer de réenvisager ce qu'est un fantôme. Les rituels funéraires, en effet, on peut tout à fait les envisager comme des dispositifs d'éducation. Pas parce que les morts sont des enfants. Il y a quelques sociétés quand même qui envisagent les morts de façon analogue aux enfants et qui envisagent un lien particulier entre les enfants et les morts. Ça serait trop long d'aller dans cette voie, mais si vous voulez, dans les questions, on pourra revenir là-dessus. Des sociétés très proches de nous. Mais surtout parce que les rituels funéraires, ce sont des dispositifs par lesquels on va apprendre aux morts à devenir un certain type de personne. Les rituels funéraires visent à façonner la personnalité du mort. Ce qu'on fait en calibrant l'oubli et le souvenir du défunt, c'est encourager le mort à devenir
un certain type de personnes, donc, avec certaines compétences et avec une certaine personnalité. C'est pas très visible dans notre culture à nous. Mais il y a des sociétés dans lesquelles les rituels funéraires se déroulent sur des années et où on va progressivement faire en sorte que le mort apprenne à parler. Il y a beaucoup de sociétés dans lesquelles, par exemple les Sora de l'Est de l'Inde, dont je vais reparler dans une minute, mais aussi beaucoup de sociétés amazoniennes, dans lesquelles on imagine que le mort, au moment où il meurt, juste après sa mort, est comme un être informe. Il est laid, il ne sait pas parler, il s'exprime par grognement, hein, et il est extrêmement dangereux, parce que justement, il est complètement indiscipliné. Hein. Le but des rituels funéraires, le but de toutes les cérémonies qu'on va faire se succéder pendant les jours après sa naissance, le but des interactions qu'on va avoir avec lui grâce à des personnes spécialisées, par exemple des médiums, ça va être de le socialiser, de lui réapprendre une langue, de lui réapprendre la langue, pas la langue des vivants, mais justement de lui réapprendre une langue de mort grâce à laquelle il va pouvoir communiquer avec les vivants. De lui apprendre aussi à s'émouvoir, c'est-à-dire à être sensible aux offrandes qu'on va lui donner de façon à pouvoir être obligé, au sens de l'obligation morale, de pouvoir être obligé dans une relation d'échange qui va réétablir avec les vivants. Autrement dit, il faut réapprendre aux morts à devenir une personne. Et il faut l'encourager. Et là, différentes sociétés ont différentes idées sur ce que le mort doit devenir et sur le rôle qu'il doit occuper. Hein. Vous avez par exemple les Lolopos du sud-ouest de la Chine, dans le Yunnan. Ce sont des agriculteurs, un peu éleveurs aussi, qui vivent dans des montagnes, qui vivent en communauté villageoise, et dans lesquelles les rituels funéraires durent des décennies. 20 ou 30 ans. Hein. Un cycle funéraire, c'est 20 ou 30 ans. La dernière cérémonie qu'on fait pour un mort, c'est 30 ans après son décès. Alors évidemment, hein, les dernières décennies, c'est très occasionnel, hein, et c'est des rituels un peu annuels dans lesquels on l'intègre à des célébrations qui sont collectives. Mais dans les premiers mois, c'est extrêmement intense. Dans les premiers mois, on va l'installer à différents endroits, on va lui refabriquer un corps à partir de son cadavre, mais aussi à partir d'effigies qu'on va monter et qu'on va installer à différents endroits dans les champs, dans l'espace domestique, dans le village, de façon à l'installer et de façon à lui faire occuper un rôle dans la reproduction de la communauté. Le rôle, pour aller vite, le rôle des défunts Lolopos, c'est de garantir la fertilité des récoltes et la fertilité des humains. Une des choses qu'on va inciter les morts à faire, c'est à se mettre en couple. Alors, souvent le couple dans lequel ils étaient pendant leur vie, mais pas toujours, et à copuler dans l'au-delà, parce que de leur copulation va dépendre la fertilité des humains. Il faut que les morts copulent pour que les humains aient des enfants, pour que les vivants aient des enfants. Idée fantastique, extrêmement poétique, encore une fois. Et justement, idée extrêmement poétique, une des manières dont on va essayer d'agir sur le mort, c'est par des poèmes. On va lui réciter des poèmes pendant des heures et des heures, des longues invocations, où on va lui raconter l'histoire de l'univers, donc on va le ré-socialiser, on va lui raconter ce dont il va faire l'expérience en tant que mort dans la suite de son existence post-mortem, et on va lui raconter aussi la place qu'il est censé occuper dans le village et le rôle qu'il est censé avoir. Et ce rôle, il est censé travailler en fait. Et donc il faut le convaincre de le mettre au travail. Et pour le convaincre de le mettre au travail, on l'émeut. Et on l'émeut grâce à des poèmes. Et pour pouvoir l'émouvoir, il faut aiguiser sa sensibilité. Donc une des choses qu'on va devoir faire avec le mort, c'est lui apprendre à redevenir sensible et à devenir donc le destinataire de poèmes qui lui procureront des émotions, qui l'émeuvront et qui donc l'inciteront à travailler pour les vivants et à remplir sa part dans le cosmos. Donc les rituels funéraires sont des rituels pédagogiques, sont des dispositifs pédagogiques la plupart du temps. C'est même, si on a du mal à s'en rendre compte, c'est peut-être un indice de ce qui nous distingue en tant que culture funéraire. Et je disais que notre culture funéraire était en pleine transformation. Il y a quelque chose quand même dans notre culture funéraire qui est assez différente des autres. C'est pas trop qu'on ne croit pas à l'existence des morts, c'est pas trop qu'on ne donne pas de place aux morts dans nos vies, parce que, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y a certaines communautés en France, mais certains individus aussi, qui souhaitent et qui vivent dans une certaine familiarité avec les morts. Je rencontre après chaque conférence. Mais c'est surtout pas vrai parce que y a d'autres sociétés
qui veulent ne rien avoir à faire avec les morts. Les Mongols, par exemple, chez qui j'ai travaillé dans le nord-ouest de la Mongolie, je suis allé en Mongolie pour travailler sur les rituels funéraires et pour travailler sur les relations entre les vivants et les morts. J'ai trouvé, chez les pasteurs nomades du nord-ouest de la Mongolie, une société qui, c'est pas qu'ils se souciaient pas des morts, c'est qu'ils se souciaient beaucoup de ne rien avoir à faire avec les morts. Ils ne voulaient pas laisser de place à leurs morts dans leur quotidien. Les morts, ils étaient, comme je vous l'ai dit, ils étaient censés se réincarner. S'ils ne se réincarnaient pas, on ne voulait pas savoir ce qu'ils faisaient. Et si on continuait d'en rêver, on allait chez le lama, chez le moine bouddhique, pour qu'il lise des prières, pour expédier l'âme du défunt, et pour faire en sorte qu'il ne nous perturbe pas. Donc, on n'est pas exceptionnel dans le fait qu'on ne laisse pas beaucoup de place aux morts dans nos vies. C'est pas ça qui nous rend exceptionnel. Par contre, ce qui nous rend exceptionnel, c'est qu'on se préoccupe très peu du devenir des défunts dans l'au-delà. En fait, on se préoccupe très peu d'éduquer nos morts. C'est très intéressant. Avec la psychanalyse, je ne sais pas si c'est au moment de la psychanalyse, mais en tout cas la psychanalyse a solidifié ça. Avec la psychanalyse, on conçoit les rituels funéraires surtout du point de vue du deuil. C'est-à-dire que nos rituels funéraires visent avant tout à transformer les vivants. C'est-à-dire que dans les rituels funéraires, on se préoccupe beaucoup de la façon dont, en tant que vivant, on va surmonter l'épreuve. Quel genre de personne on va devenir après les rituels funéraires? Quel genre de personne on va pouvoir continuer à être malgré la mort de nos proches? C'est ça la grosse préoccupation funéraire en France aujourd'hui dans les collectifs urbains dans lesquels moi je circule. Or, la plupart des sociétés humaines s'intéressent à ça, à ce que les vivants vont devenir après la mort de leurs proches, mais ils ne séparent pas cette question de ce que les morts vont devenir, en fait. Ce que les vivants deviendront dépend en premier lieu de ce qu'on aura convaincu les morts de devenir après leur rituel funéraire et grâce à leur rituel funéraire. On est une des seules sociétés au monde qui a dissocié la question du devenir des vivants de la question du devenir des morts, et qui a délaissé, qui a complètement déserté la question du devenir des morts. Encore une fois, il y a plein de sociétés qui se disent que les morts doivent devenir rien du tout. Les morts doivent disparaître. Mais ils ont une idée très précise là-dessus. Nous, donc un nous qui a un moi élargi, justement, dans la discussion, on verra si vous avez des idées différentes là-dessus, mais dans la société française contemporaine, en tout cas la société urbaine française contemporaine, on n'est pas bien sûr de ce que les morts doivent devenir. On n'est pas bien sûr que cette question ait du sens. Et donc, on reste dans un état d'indécision par rapport à ça. Donc, voilà. Il y aurait d'autres exemples qu'on pourrait donner, mais je veux garder du temps pour quand même parler de fantômes. Parce que, qu'est-ce qu'un fantôme? Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que ça nous permet de dire sur les fantômes? Une fois qu'on a réétabli en fait, une base comparative de la façon dont les morts sont traités à travers le monde. Les fantômes, est-ce que ce ne serait pas seulement des morts indisciplinés? C'est-à-dire des morts qui refusent de devenir les personnes que les rituels funéraires les avaient enjoints à devenir. Parce que, en effet, si les rituels funéraires sont des rituels pédagogiques, si les rituels funéraires sont des dispositifs pédagogiques, quels que soient les efforts que les vivants mobilisent pour faire que leurs morts deviennent un certain type de personne, il n'y a pas de garantie que les morts se plient toujours à ce que les vivants veulent que les morts deviennent. Si les rituels funéraires sont des dispositifs pédagogiques, de la même manière que les enfants, une éducation ne garantit pas le façonnement d'une personne qui comment dire? Les enfants sont rarement ce que les parents voudraient qu'ils deviennent. Donc, les morts le sont beaucoup plus souvent. Les morts sont beaucoup plus dociles que les enfants. Mais il existe quand même, de fait, une marge d'indétermination dans ce que les morts deviennent par rapport à ce que les vivants auraient souhaité qu'ils deviennent. C'est-à-dire, les morts ne se comportent pas toujours de la façon dont les vivants voudraient qu'ils se comportent. Les morts n'occupent pas toujours le rôle que les vivants auraient voulu leur assigner. Et les morts ne s'expriment pas toujours selon les canaux et selon les voies que les vivants avaient prévues pour eux.
Et donc c'est là où on peut donner un certain nombre d'exemples, mais qui permettent de redéfinir le problème que posent les fantômes. Le problème que posent les fantômes, c'est pas vraiment un problème de revenance. C'est chez nous qu'on l'examine comme ça, qu'on l'envisage comme ça. C'est même pas forcément un problème moral ou un problème de mal-mort. Encore une fois, c'est une façon assez localisée de l'envisager. Le problème que posent les fantômes, c'est un problème plus profond. Le problème que posent les fantômes, c'est un problème qui s'exprime dans une situation, en fait. C'est-à-dire que plutôt que de comparer la définition que différentes sociétés donnent aux fantômes, hein, ce qui est encore une fois difficile pour les raisons qu'on a dit au début, on peut se mettre à comparer la façon dont les humains vivants réagissent à un certain type de situation. Et cette situation universelle, c'est celle qu'on peut qualifier de débordement. En fait, partout, les vivants sont confrontés à des morts qui débordent, c'est-à-dire des morts qui refusent de se conformer aux règles de la vie post-mortem, qui refusent d'apparaître et d'exister dans les cadres où on avait voulu les contenir. C'est-à-dire, les vivants sont confrontés à des morts qui apparaissent d'une manière différente de ce qui était prévu. Et ça, c'est peut-être ce qu'on peut appeler fantôme. Ça a plusieurs avantages. Déjà, ça a l'avantage de distinguer entre différents types de fantômes. C'est-à-dire qu'il y a des cosmologies et il y a des imaginaires funéraires dans lesquels le fantôme n'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel ou de dévoyé. C'est pas forcément quelque chose de problématique, même. On citait l'Occident médiéval. Dans l'Occident médiéval, le fantôme, c'est un personnage tout à fait attendu de la relation entre les vivants et les morts. À partir de l'invention du purgatoire, au XIIe siècle, les morts ont vocation à revenir voir les vivants pour réclamer ce qu'il aurait dû, voire pour donner des nouvelles. Merci pour les prières que vous avez fait lire. Franchement, tout va bien. Si vous pouviez aussi encore lire quelques neuvaines, ça attrait mon sujet au purgatoire. Donc voilà, bisous et à bientôt, quoi. Il y a vraiment une relation entre les vivants et les morts qui est assez proche et que le purgatoire permet de tisser. Les fantômes, ce n'est pas une mauvaise nouvelle quand ils viennent vous voir. Souvent, ils viennent vous réclamer quelque chose, donc c'est un petit peu désagréable, mais c'est pas quelque chose qui va faire ébranler votre monde, quoi. Il y a un commerce des vivants et des morts qui se noue autour du purgatoire, qui fait de la figure du fantôme une figure tout à fait acceptable et acceptée dans l'Occident médiéval. Un autre exemple, c'est celui qu'a donné toujours dans le monde chrétien, mais là dans le monde protestant, l'exemple de Christophe Pons, que j'aime beaucoup donner, puisque contrairement à moi, lui il est aussi allé étudier les fantômes, mais il est allé étudier les fantômes en Islande. Et on aurait pu penser que moi en Mongolie, j'aurais trouvé des pasteurs nomades qui vivraient en harmonie avec leurs morts et avec leurs fantômes, et que lui, en Islande, il aurait retrouvé des gens désenchantés. C'est exactement le contraire. En Islande, les fantômes ne sont même pas un facteur d'enchantement. C'est-à-dire que les fantômes sont tellement une réalité banale que ça étonnait tout le monde qui puisse travailler là-dessus. Et tout le monde était là, mais bah, oui, bien sûr, les fantômes existent. Enfin, de quoi tu veux parler en parlant de fantômes? Qu'est-ce que tu espères découvrir en voulant parler des fantômes? Puisque les fantômes, c'est évident, sont une composante de notre monde. Et là encore, c'est pas une mauvaise nouvelle quand un fantôme vous apparaît en Islande, dans l'Islande contemporaine. Quand un fantôme vous apparaît, en général, c'est une indication d'un lien avec des parents que vous avez en commun avec le fantôme, qui serait bon de recontacter. Donc en général, une fois que vous avez vu un fantôme, vous décrochez votre téléphone et vous prenez des nouvelles de la famille à laquelle vous êtes lié à travers le fantôme. Et les gens en Islande gardent une trace de qui a été contacté par quel fantôme. Et donc il y a des réseaux de vivants qui se nouent autour des personnes qui ont été contactées par le même fantôme. C'est une bonne nouvelle, c'est bien, c'est un facteur de lien. Donc ça, c'est pas des fantômes qui débordent, justement, c'est pas des morts qui débordent.
Ça, c'est des fantômes qui sont un devenir attendu du mort. Donc, parler de débordement de mort, ça attire l'attention sur une situation particulière, justement. Une situation qui a une cohérence à travers le monde, et parce que c'est une situation qui est commune, qui est partie prenante du monde des humains, de notre monde. C'est cette situation dans laquelle, justement, au contraire, le fantôme, quelle que soit la façon dont on l'appelle, ou quelle que soit la façon dont on décide de ne pas l'appeler, hein, je vais revenir là-dessus, le fantôme déborde. Quelle que soit la façon dont on décide de ne pas l'appeler. Parce qu'en effet, il y a un certain nombre de sociétés, on n'a pas le privilège du matérialisme, ni le privilège du scepticisme. Il y a certaines sociétés qui ne sont pas vraiment prêtes à admettre l'idée que des fantômes reviennent. Encore une fois, dans le nord-ouest de la Mongolie, là où j'ai travaillé, il y a un mot pour fantôme. Il y a un mot qui est le même mot que pour démon. Parce que l'église bouddhique n'est pas très favorable à l'idée que des revenants circulent dans le monde. Vous savez, dans la cosmologie bouddhique, il n'y a que des renaissances. Donc on peut renaître en démon, hein, temporairement, et l'idée, c'est de permettre aux démons de renaître, de disparaître, et de renaître en humain ensuite, ou de renaître en animal, et tout ça. C'est que des cycles. L'idée qu'il y ait des âmes qui soient bloquées et qui reviennent auprès des vivants, c'est un truc qui est pas très cohérent, qui a pas vraiment de sens. Donc les moines l'acceptent parce que les vivants viennent les voir avec ce genre de requête en disant l'âme de telle personne m'est revenue, ou j'ai rencontré un fantôme, et donc ils possèdent en fait des mesures et ils proposent des solutions quand ils sont face à ce problème, mais c'est quelque chose qui cosmologiquement n'est pas vraiment encouragé. Et encore une fois, en Mongolie, il y a très peu de place pour les morts qui reviennent. Donc, la plupart du temps, quand une personne a l'impression d'être confrontée à un mort, on va lui dire non, 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 ce n'est rien, ça n'existe pas. Tu te fais des idées, ou c'est autre chose. C'est pas un mort. Donc, on veut, en fait, étouffer dans l'œuf la possibilité de l'existence même des fantômes, de ces morts qui débordent. Les morts n'ont pas vocation à déborder. Et même oui, ils n'ont pas vocation à déborder. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même dans ce cas-là, les morts débordent quand même. Et ils ne se laissent pas réduire par les tentatives de les faire, d'annuler leur existence, de les désinstaurer, quoi. Donc, dans ces contextes dans lesquels les morts n'ont pas vocation à exister en tant que fantômes, les fantômes apparaissent quand même. Hein. Et c'est même dans les contextes où il y a très peu de mots pour fantômes, le débordement des morts existe quand même. Donc, par rapport à ça, je vais vérifier le temps pour laisser le temps pour les questions, par rapport à ça, il y a une différence majeure, cruciale, entre deux types de sociétés. En fait, à travers le monde, il y a des sociétés qui disposent de médiums et des sociétés qui n'en disposent pas. Et ça ne veut pas dire que les sociétés sans médium ne croient pas aux fantômes, ça ne veut pas dire que les sociétés sans médium se caractérisent par une cosmologie particulière par opposition aux sociétés avec médium. Non, en fait. Différentes cosmologies, dans différents endroits de la planète, peuvent avoir des médiums ou ne pas avoir des médiums. Parfois, des populations voisines ont des médiums et n'ont pas de médiums. Mais c'est une différence majeure dans la manière dont les humains vont pouvoir gérer le débordement des morts. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'un médium? Un médium, c'est assez simplement défini de la manière la plus large possible. C'est quelqu'un qui est capable de donner une voix aux morts. En fait, même plus précisément, de leur donner la parole. C'est-à-dire que les médiums, grâce à une capacité qu'ils ont à la fois acquise, c'est une technique qu'ils acquièrent, ça va avec un certain nombre de savoirs qu'on doit leur enseigner, et grâce aussi à une compétence en général qui est innée, ils sont issus d'une lignée de personnes qui sont un petit peu particulières et un petit peu spéciales, hein, on dit souvent que les médiums ne se choisissent pas eux-mêmes comme médiums, mais sont plutôt choisis par les esprits, souvent des esprits des morts, qui les obligent et les contraignent à devenir médiums. Donc, pour toutes ces raisons, les médiums ont la capacité non seulement de relayer la parole des morts, mais en fait de leur donner la parole
et un corps eux-mêmes. C'est-à-dire que les morts parlent à travers eux, hein, à travers leur corps, à travers leur bouche. Et ça, quand vous avez des morts qui refusent d'occuper la place qu'ils sont censés occuper, quand vous avez des morts qui débordent, c'est extrêmement pratique. C'est-à-dire que ça permet d'engager une discussion autour des raisons pour lesquelles le débordement s'opère. Donc, un exemple très frappant de ça, saisissant, une très belle ethnographie, malheureusement pas traduite en français, mais que je restitue ici justement pour la mettre à disposition du public français, c'est celle de Piers Vitebsky, qui a travaillé dans l'Est de l'Inde, dans une population que j'ai mentionnée brièvement tout à l'heure, qui est la population des Soras. C'est une population qui, selon la terminologie indienne, est une population tribale, qui donc est organisée en villages, et qui, depuis les années 80 maintenant, est convertie au protestantisme, un protestantisme évangélique assez radical, qui a fait table rase des pratiques du passé, et notamment des relations entre les vivants et les morts du passé. Donc depuis les années 80, ils sont convertis au protestantisme, mais avant ça, lorsque Piers Vitebsky faisait ses enquêtes de terrain en tant que jeune homme, eh ben, les Soras avaient une pratique du médiumnisme assez importante. Le médiumnisme, donc, c'était des médiums qu'on appelle localement, ou qu'il a décidé lui d'appeler des chamans, mais en fait les chamans c'est des médiums comme les autres, hein, ils ont des caractéristiques culturelles peut-être qui en font des médiums particuliers, mais le principe est le même. Hein. Mais donc ces chamans avaient pour tâche de donner la parole aux morts qui étaient récemment défunts. Les vivants donc sollicitaient les médiums pour pouvoir converser avec leurs morts dans des longs dialogues qui précédaient donc l'accession de ces morts au statut d'ancêtre. Et dans ces longs dialogues, justement, tout l'enjeu était d'essayer de régler les problèmes qui pourraient faire que les morts débordent. Et en général, quand on sollicitait le médium, et quand le mort venait s'exprimer à travers le médium, c'est qu'il avait déjà débordé. Comment les morts débordent chez les Soras? Bah, principalement en causant d'autres décès. Donc, il y a des décès en chaîne. Et des décès qui s'identifient très bien comme des décès en chaîne. C'est-à-dire qu'une personne meurt, et 2 mois après, une autre personne meurt, et 3 mois après, une autre personne meurt, souvent de la même manière, c'est-à-dire par suicide. Donc des épidémies de suicide qui désemparent complètement les vivants et qui exigent en fait des mesures. C'est-à-dire que si on ne fait pas quelque chose, ça ne va pas s'arrêter. Hein. Et donc il faut contacter les morts et il faut leur dire pourquoi. Hein, pourquoi est-ce que c'est toi qui a incité mon fils à se suicider? Pourquoi tu as fait ça? Et donc le mort va s'expliquer. Il a dit ouais, mais vous voyez comment vous m'avez traité pendant ma vie, et c'est un scandale, et moi j'ai jamais voulu telle et telle chose. Et donc les vivants négocient, ils disent bon bah on va te faire un sacrifice, mais si on te fait un sacrifice tu vas arrêter. Peut-être que je vais arrêter, peut-être que je vais pas arrêter. Et donc ils se comportent comme des garnements, mais des garnements très dangereux, qu'il faut arriver à la fois discipliner ou contenter. Et donc le médium c'est celui qui va permettre ce jeu de carottes et de bâtons par lequel on va essayer de faire rentrer les morts dans le rang, en fait. Et parfois, rentrer les morts dans le rang, c'est déchirant, parce que ces morts sont des enfants qui sont morts beaucoup trop tôt, et qui, justement, en tant qu'enfants, qui n'ont pas eu la possibilité de devenir adultes, il faut les faire devenir des morts accomplis. Hein. Il faut les éduquer en tant que morts, alors qu'ils n'étaient même pas éduqués en tant qu'enfants, quoi. Il y a la conversation déchirante entre une mère et sa fille qui engueule sa mère, en fait, parce qu'elle a perdu ses bijoux de narine. Et la mère est désolée, elle n'a pas trouvé les bijoux de narine sur le bûcher funéraire. Et la fille est intraitable. Et dit si vous ne trouvez pas mes bijoux de narine, vous n'en entendrez pas la fin, quoi. Et donc, ils doivent essayer de négocier, en essayant de négocier avec pour ce caprice, vraiment, d'un enfant, où il faut arriver à lui faire entendre raison, que c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé son bijou qu'il faut qu'elle cause la mort d'autres personnes, en fait. Mais si on n'y arrive pas, eh ben, les morts se succéderont. Depuis la conversion au protestantisme, les morts ont perdu la parole chez les Soras. Ce qui est
très frappant, et ce que décrit Piers Vitebsky, c'est que quand les morts perdent la parole, les vivants perdent la parole aussi. C'est-à-dire que ce que Piers Vitebsky a constaté, c'est que au moment où l'évocation des morts qu'il avait connus, au moment où il évoque les morts qu'il avait connus auprès des enfants qui sont là, qui sont convertis au protestantisme, qui n'ont plus de dialogue avec leurs morts, les vivants deviennent aphasiques. Ils se tétanisent, ils n'arrivent plus à communiquer. En fait, la communication s'interrompt et elle ne peut que reprendre sur autre chose. En fait, ça devient une espèce de trou noir. Alors Vitebsky dit le protestantisme sera sans doute très efficace pour réétablir de nouvelles relations entre les morts et les vivants. Il ne s'agit pas de dire que la religion protestante ne sait pas gérer les morts, c'est pas du tout ça. C'est juste le moment de transition entre une culture à médium et une culture sans médium. Qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup les morts perdent la parole? Il faut longtemps avant de retisser un nouveau rapport aux morts qui n'implique pas justement de leur donner la parole. Et pour ça, la Mongolie, c'est un très très bon exemple. Puisque, comme je vous le disais, dans le nord-ouest de la Mongolie, là où j'ai fait mon travail, les gens, les éleveurs sont principalement bouddhistes, très très majoritairement bouddhistes, et c'est pas le cas dans d'autres régions du pays. Dans les régions bouddhistes, il n'y a pas de chaman. Le dernier chaman est mort dans les années 80. Moi, ça fait 25 ans que j'y vais. J'ai vu des chamans essayer de reprendre une activité dans cette région du Nord-Ouest. Les gens sont pas preneurs, en fait. Hein, ça les intéresse pas vraiment d'avoir ces discussions avec leurs morts. Dans d'autres régions de la Mongolie, par contre, il y a des chamans, et il y a des chamans très puissants et très bien installés. Et donc là, on a, dans des populations qui ont à peu près la même culture matérielle, tous vivent dans des yourtes, tous vivent à peu près du même genre d'élevage, tous ont à peu près les mêmes conceptions de la mort, avec l'idée que les morts se réincarnent et qu'il faut les installer d'une manière ou d'une autre. Grand sujet sur lequel on pourra revenir, les rituels funéraires mongols, mais ils ont cette différence de certains entretiennent des relations conversationnelles avec leurs morts grâce à des chamans, et d'autres non. Et ça crée des différences massives. Donc, dans la partie où j'ai pas fait mes travaux, mais où d'autres collègues ont documenté ça, dans la partie de la Mongolie où il y a des chamans, donc, il y a des conversations très longues sur les raisons pour lesquelles les morts se succèdent, là aussi, comme chez les Sora, ou sur les raisons pour lesquelles une famille est bloquée économiquement et ne parvient pas à trouver la postérité. Souvent, c'est à cause d'une relation brisée avec les ancêtres. Hein. La relation brisée avec les ancêtres crée des débordements de ces morts. Ces ancêtres, puisqu'ils ne sont pas reconnus comme ancêtres, se comportent comme des fantômes. Ces morts, donc, assaillent les vivants de toutes sortes de punitions qui vont de la malchance à la mort. Donc, les vivants enquêtent intensément sur les morts qu'ils ont oublié de considérer comme des ancêtres pour essayer de retisser des relations grâce aux chamans dont dépend leur prospérité. Dans le Nord-Ouest, donc, et donc on fait parler les morts et on parle avec les morts intensément. Et dans le Nord-Ouest, donc, comme je vous le disais, pas du tout. Mais ce qui est intéressant, et ce par quoi je vais commencer à finir et conclure, c'est ce qui est intéressant, c'est que même quand on ne donne pas la parole aux morts, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de voix, encore une fois. Vous avez dit, même quand on essaye de les désinstaurer, de les faire disparaître, ça ne veut pas dire qu'ils acceptent de disparaître. Donc la question qui se pose ethnographiquement, c'est quelle voix trouvent les fantômes quand on ne leur donne pas la parole? Et ça, c'est fascinant. Et c'est pour ça que c'est un sujet difficile, les fantômes. C'est parce que, justement, la voix que trouvent les fantômes dans des contextes où on ne leur donne pas la parole, c'est une voix extrêmement discrète. C'est une voix qui emprunte les bruits du monde, en fait. Pas n'importe quel bruit, un certain type de fracas, en fait. Les fantômes qui s'expriment sans pouvoir avoir la parole grâce au chaman s'expriment par un déchirement de la continuité de notre rapport au monde et de notre rapport sensible au monde. C'est-à-dire que vous dormez et tout d'un coup, vous entendez un bruit que personne d'autre a entendu, mais qui vous a déchiré les oreilles. Ou alors, vous entendez des bruits qui sont ordinaires, mais qui surviennent d'une façon complètement non ordinaire. Par exemple, des pleurs de bébé.
Par exemple, une engueulade avec votre mari alors que le bébé était déjà en train de pleurer et que ensuite vous entendez le fracas du tonnerre, quoi. Des espèces d'amas de bruit qui vous font comprendre que quelque chose est en train de se briser. Il y a une brèche qui est en train de s'ouvrir dans le monde, et cette brèche est en général le signe, peut-être le signe, de la manifestation d'un mort. Ça peut être le cri d'un animal aussi, le cri d'un corbeau, le cri d'une chouette qui va survenir. Tout le monde sait que les corbeaux, en Mongolie, tout le monde sait que les corbeaux croissent, on ne sait jamais, et que les chouettes ululent, mais la façon dont elles le font, parfois, est suspect. Et repérer, en fait, ces distorsions dans la continuité sensible qui fait notre rapport au monde et notre manière d'habiter les lieux, repérer ces distorsions, repérer ces brèches qui s'ouvrent, c'est se rendre attentif à la voix des morts. Et certaines personnes savent le faire en Mongolie, d'autres ne le savent pas. Mais même en sachant le faire, il faut qu'ils arrivent à convaincre d'autres personnes, ceux qui les entourent et ceux qui refusent la possibilité que les morts reviennent, que ce sont des fantômes qui s'expriment. Donc, les morts trouvent une voie, même quand on ne leur donne pas la parole. C'est une expérience, c'est des expériences qu'on a beaucoup en France. C'est aussi de cette manière-là que les morts se manifestent dans la plupart de nos villes et de nos villages, dans les contextes dans lesquels il n'y a pas de médium. Mais néanmoins, on pourrait se dire en fait qu'on est dans une culture sans médium en France. C'est pas tout à fait vrai en fait. Surtout si on envisage ça au niveau européen. Déjà, bon, certains parmi vous connaissent peut-être des médiums, des personnes qui sont capables de donner une parole aux morts, ou en tout cas d'en sentir la présence, etc. Mais surtout, il y en a eu dans notre culture, et de façon assez massive, jusqu'à assez récemment. Et ça, on l'oublie souvent. Mais l'Europe des années 1850-1950, c'est un environnement et une culture des relations aux morts et de la présence des esprits dont on n'a pas idée. Il y a une richesse de la présence des morts et de la communication avec les morts qui est assez fascinante. Il y a aussi une familiarité avec les morts et une acceptation de la place des morts beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Témoin les photos post-mortem dont il y a un exemple dans l'exposition temporaire. Photographier les morts pour en garder un souvenir était quelque chose d'assez fréquent. Voilà, tout ça pour dire que donc, les rituels funéraires visent à imposer des cadres à l'existence des morts. Les morts ne cessent de se comporter comme des êtres débordants, ne cessent, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas se comportent volontiers comme des êtres débordants qui refusent d'occuper ces cadres. Les sociétés à médium sont les plus aptes à encadrer ces présences intempestives des morts, mais les morts sont tellement intempestives, justement, que même les médiums sont souvent dépassés par leurs apparitions. C'est ça qui est le plus intéressant dans les séances chamaniques, ou dans n'importe quelle séance médiumnique, c'est que les bons médiums savent réagir aux situations dans lesquelles les morts ne leur répondent pas de la façon dont ils étaient censés leur répondre, où les morts ne se présentent pas au moment où ils étaient censés se présenter. Il y a une grande plasticité des médiums qui leur permet donc non seulement de donner la parole aux défunts, mais aussi de s'adapter aux situations dans lesquelles les morts débordent de la situation même où ils étaient en train de déborder. Il y a c'est pas parce autrement dit, c'est pas parce qu'il y a des chamans ou des médiums que les morts se tiennent en place. Et c'est pas parce que des chamans sont capables de leur donner la parole que tout d'un coup les morts vont accepter tout ce qu'on leur dit et vont se comporter comme des enfants bien élevés. Les morts, autrement dit, comme en témoignent finalement les rituels funéraires, mais aussi la façon dont ces rituels funéraires se trouvent constamment débordés, sont essentiellement, à travers toutes les cultures humaines, des êtres intempestifs. C'est-à-dire des êtres qui se manifestent quand on ne les attend pas,
qui parfois même ne se manifestent pas quand on les attend, et qui se manifestent d'une manière qui n'était pas attendue, même dans les cadres où ils étaient conviés pour le faire, pour se manifester. Donc, les fantômes se présentent comme des êtres, les morts en fait, se présentent comme des êtres essentiellement intempestifs, dont l'existence en tant que fantôme, finalement, n'est qu'une modalité, et que la manière dont nous, à l'issue d'une longue histoire faite de plein de retournements en France, aujourd'hui, on a choisi de le formuler et de le concevoir. Je m'arrête là pour pouvoir laisser des questions, et je vous remercie de votre invitation et de votre attention.